merci de votre participation à cet atelier RSE et services, les nouveaux horizons du tertiaire, donc l'impact de la RSE sur les métiers du service. Alors la RSE, qu'est-ce que c'est ? Il y a eu un début de débat dans la salle plénière tout à l'heure. La responsabilité sociale des entreprises, et je vais vous livrer la définition de la Commission européenne. La responsabilité sociale des entreprises et la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Avec 3 piliers, là aussi c'était rappelé tout à l'heure, le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social. Alors si on descend dans le détail de la fameuse norme ISO 26000, on a 7 points d'intérêt, 7 points de repère par rapport à cette RSE. Le premier, c'est la gouvernance de l'organisation. Le deuxième, les droits de l'homme et de la femme. Le troisième, les relations des conditions conditions de travail. L'environnement, donc le chapitre qui a été plus particulièrement développé dans la keynote à laquelle vous avez pu assister tout à l'heure. La loyauté des pratiques, le 5e point. Le 6e, les questions relatives aux consommateurs. Et enfin, les communautés et le développement local. Alors, il y a une question qu'on peut se poser par rapport au RSE dans le tertiaire, notamment par rapport à quelques points comme l'environnement, en quoi le tertiaire est impliqué par rapport à l'industriel, par rapport au domaine agricole. Bon, on pense que c'est beaucoup plus léger et que finalement ça n'a pas d'impact. Mais bon, on va voir à travers nos trois témoins de notre atelier d'aujourd'hui, comment ça se passe. Alors l'intérêt de ces 3 témoins, c'est qu'on va balayer quand même très largement le secteur des services. À ma gauche, 78 kilos, à ma gauche. Donc on aura, et je reviendrai pour les présenter, donc on va parler d'informatique et d'informatique sous l'aspect de service, mais aussi sous un autre aspect, notamment tout l'aspect stockage de données avec une activité de data center. Informatique, service à la personne, et je vais y revenir, et on pourra mettre l'accent avec Jean-François sur une entreprise à mission. C'est une notion qui est nouvelle parce que je crois que ça a été introduit par le législateur en 2019. Et donc, on pourra notamment passer un peu de temps sur ce point-là. Et puis, on aura le secteur des services financiers représenté par le secteur des assurances. Donc là aussi, un gros secteur. Alors, ces 3 grands témoins
Et avec le secteur des assurances, je pense qu'on reviendra plus particulièrement sur un point qui est très développé dans ce secteur, c'est l'accent qui est mis sur la formation. Et quand on voit l'importance de la formation, c'est quelque chose effectivement essentiel. Quand on écoute ou quand on regarde, j'allais dire la mise en examen, mais c'est pas tout à fait ça, c'est l'examen que passe Roxana Mințatu, l'ex-ministre roumaine, pour devenir vice-présidente de la Commission européenne en charge des personnes, des compétences et de l'état de préparation. Donc c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, nos trois grands témoins, Émilie Amiss, merci. Vous vous présenterez vous-même plus complètement, mais enfin, vous avez un parcours de 16 années dans le domaine des assurances, et vous venez d'arriver au poste de secrétaire de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Et nous avons dans la salle votre prédécesseur immédiat, Norbert Girard, que je remercie d'être présent aussi. Jean-François Auclair, qui est le directeur général de l'entreprise O2, qui fait partie du groupe WeCare et qui est le leader français des services à la personne, avec même une ambition un peu plus forte. Et je pense que O2, à lui tout seul, est le leader aussi en France des services à la personne. Jean-Michel Lefort, avec un attachement particulier à l'IUT. Du reste, Jean-François aussi, parce que tu as commencé tes études à l'IUT et tu as fait partie du conseil d'administration de l'IUT du Mans que j'ai présidé quelques années, quelque étant un euphémisme. Donc Jean-Michel Lefort a été président de l'IUT de Dijon, Auxerre, Nevers et je ne sais plus quoi. C'est tout ? D'accord. Il en est maintenant le vice-président. Et tu as aussi un DUT, tu as commencé tes études donc à l'IUT. Et deux entreprises que tu diriges et que tu nous présenteras. Alors, je vous ai fait une introduction peut-être un peu longue, mais sûrement pas rébarbative. Et parce qu'on a quand même un peu de temps. L'atelier est prévu pour se terminer à 11h40, donc on n'a pas besoin d'être en rush, et ça permettra d'approfondir les différents sujets, ça permettra à nos intervenants de s'exprimer, et bien évidemment, la salle a la parole. Si vous avez des points d'intervention pendant les discours, pas de problème. Si vous préférez conserver vos questions pour la fin, pas de problème non plus. Alors, après cette excellente introduction, alors oui, moi-même, je suis vice-président de l'IUT du Mans, comme je le disais, après 25 ans de présidence, et je suis aussi secrétaire de l'Union nationale des présidents d'IUT, organisateur de la journée, de cette journée-là. Donc, nos trois intervenants, et je vais laisser Jean-François tout d'abord nous présenter son groupe, sa société. On laissera après la parole à Émilie
pour peut-être qu'elle nous donne quelques chiffres sur l'importance économique du secteur de l'assurance. Et puis, Jean-Michel nous présentera ses propres entreprises. Ensuite, nous pourrons évoquer les engagements, les expériences, les actions RSE dans chacun de ces secteurs, de ces groupes ou de ces entreprises. Et puis, nous pourrons passer à l'impact sur les métiers, l'impact sur les compétences et le lien avec l'évolution éventuelle du diplôme de bachelor universitaire de technologie. Le but, le diplôme en 3 ans maintenant, au niveau licence, donc délivré par les IUT. Eh bien, bonjour à tous. Alors effectivement, comme tu l'as dit Hervé, moi j'ai démarré mes études post-bac à l'IUT du Mans. Donc il faut savoir rendre aussi quand on nous sollicite. Non, tu n'étais pas président, mais il faut savoir rendre. Et donc, même si j'ai poursuivi mes études après le DUT à l'époque, qui se faisait en 2 ans, c'était un autre temps. En fait, je trouve qu'il faut savoir rendre à ceux qui nous ont donné, apporté de l'enseignement, parce que je trouve que c'est des formations extrêmement intéressantes que vous dispensez dans vos IUT. Alors, le groupe WeCare, c'est un groupe d'à peu près 20 000 collaborateurs. Nous sommes très présents en France, mais nous avons aussi acquis des participations ou des sociétés en entier en Espagne. Donc en Espagne, nous sommes le numéro 1 dans le pays. En France, évidemment, on a 15 marques, je crois, dont la marque O2, dont nous parlerons peut-être effectivement, qui est à elle seule le leader en France, puisque c'est 15 000 collaborateurs, c'est plus de 100 000 clients chez lesquels nous allons chaque semaine, et nous avons 515 agences sur le territoire français. Et nous commençons à nous développer sur l'Afrique francophone, puisque la marque O2 est limitée à l'international par nos amis anglais, le O2 de la téléphonie, et que nous avons un sujet de marque sur l'international. Et donc nous sommes présents maintenant depuis 2 ans en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, bientôt au Bénin et en Tunisie. Donc l'entreprise se développe et le secteur des services à la personne est un secteur clé. Mais je vais y revenir un peu dans ma présentation parce que on parle souvent, lorsqu'on parle du secteur des services à la personne, du métier de la dépendance. Parce qu'on est tous aidants, ou on connaît des aidants, ou on a tous des personnes âgées dans notre environnement. Bon, le secteur des services à la personne, c'est 26 services au total, selon la législation, avec effectivement 3 métiers majeurs qui sont le métier de la dépendance, le métier de l'entretien du domicile, ménage, repassage, et la garde d'enfants. Donc le groupe WeCare aujourd'hui est le leader effectivement en France. Dans la presse, on a aussi communiqué très récemment sur le fait qu'on va ouvrir notre capital. On cherche un très gros investisseur, donc ça sera très probablement un fonds d'investissement ou des fonds d'investissement des banques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lever la main et vous verrez après Jean-François. On cherche quelqu'un qui a les poches assez profondes, puisque notre ambition à 10 ans, c'est d'être leader mondial. Et donc, on n'est pas très loin d'être leader européen aujourd'hui. En tout cas, on est dans le top 3. Et notre ambition, c'est d'être leader mondial dans 10 ans. Et pour être leader mondial, il faut un petit peu de sous pour acheter des sociétés, parce que vous n'allez pas dans tous les pays en from scratch démarrer votre petite agence, sinon c'est beaucoup, beaucoup trop long. Quand on a préparé cette séance, Hervé m'a demandé d'axer plus tôt, puisque c'était une journée autour de la RSE, mais d'axer ma présentation sur la notion d'entreprise à mission. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000 entreprises à mission en France. Il n'y en a pas tant que ça. C'est quelque chose effectivement qui est très récent, mais c'est quelque chose qui surtout oblige. Tiens, si tu peux juste avancer. Voilà.
Bon, en tout cas, une entreprise à mission, ça nécessite de bouger ses statuts. C'est-à-dire qu'on doit d'abord avoir une raison d'être. Donc on a écrit une raison d'être autour du mieux vieillir, du mieux grandir et du mieux vivre. Et après, vous fixez des objectifs statutaires dans les statuts de l'entreprise. Vous avez ensuite l'obligation pour toutes les boîtes de plus de 50 salariés de mettre en place ce qu'on appelle un comité de mission avec des partenaires extérieurs. Il n'y a pas que des gens de l'interne. Donc vous avez des personnes qui siègent à votre comité de mission, qui sont un peu les garde-fous du respect de ce qu'on a mis dans les statuts de l'entreprise. Et là où il y a encore plus d'obligations, c'est que vous vous faites auditer par un organisme tiers indépendant, ce qu'on appelle, ils appellent ça les OTI, organisme tiers indépendant, qui vient vous auditer, comme on peut l'être dans nos métiers, sur l'AFNOR ou sur les évaluations externes de la haute autorité de santé, pour les métiers de la dépendance. Donc en fait, on se fait aussi auditer par un organisme tiers sur le fait qu'on respecte dans tout ce qu'on a comme projet, comme façon de gérer la boîte, ce qu'on a mis dans les statuts de l'entreprise. Donc là, on a mis effectivement quelques enjeux qui sont dans nos statuts. Donc contribuer au bien commun, aller au-delà du profit pour avoir un impact positif sur l'environnement. Dans nos métiers, on fait beaucoup de kilomètres, puisque nos salariés sont des intervenants à domicile, ils vont d'un domicile à un autre. On utilise aussi des produits chez nos clients. Et je vais y revenir un peu après, parce qu'on a décliné une page de nos objectifs opérationnels, parce qu'il y a des objectifs statutaires qui se déclinent ensuite en objectifs opérationnels. Donc je ne vais pas tout dévoiler sur cette diapo. Renforcer l'utilité sociale. Le cœur même des services à la personne, c'est le care, c'est d'aider les autres. Donc quand on est sur le mieux vivre, on va dire la partie entretien du domicile, c'est donner du temps à nos clients pour qu'ils puissent faire autre chose que de faire le ménage ou le repassage le week-end ou le soir. Sur les personnes âgées, oui, on vient pour aider aux actes essentiels de la vie, mais on ne fait pas que ça. On a créé une méthode qu'on appelle le faire ensemble, avec des ateliers de mémoire. Enfin, on travaille beaucoup de choses avec les personnes âgées pour avoir ce qu'on appelle un projet individualisé avec la personne, qui entend bien entendu une co-construction avec elle et ses aidants, que ce soit sur des aspects à la fois physiques mais aussi psychologiques, pour qu'elle puisse rester le plus longtemps possible à son domicile. Tout simplement parce que alors le Covid a fait exploser tout ça vraiment de manière très forte. Les gens ne voulaient plus aller en EHPAD. Donc, parce qu'on voyait tous les jours le nombre de morts dans les EHPAD avec le Covid. Et puis, c'est ajouté le scandale Orpea. Objectivement, oui, il y a des EHPAD qui ne sont pas top, mais ils en ont aussi qui sont top. Enfin, c'est un microcosme que je connais aussi de par notre proximité métier. Mais du coup, les gens ne veulent plus aller en EHPAD. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes d'EHPAD sont en situation économique extrêmement difficile. Il y en a même un groupe qui a une centaine d'EHPAD qui est en liquidation judiciaire. Parce que pour leur fonctionnement, il faut un taux de remplissage des lits de 95% et qu'aujourd'hui, ils sont en dessous de 85%. Donc, les gens veulent vieillir le plus longtemps possible et la durée de vie en EHPAD, aujourd'hui, elle est d'à peu près 2 ans en moyenne parce que les gens arrivent beaucoup plus tard. Et ensuite, sur la garde d'enfants, là aussi, on travaille à l'équilibre pro-perso des personnes, puisque là aussi, je remonte un peu en arrière, mais la féminisation du travail a fait qu'il fallait que quelqu'un s'occupe des enfants en sortie d'école. Et tous les jobs ne permettent pas d'être à 16h30 devant l'école. Donc nos métiers de la garde d'enfants à domicile ont permis à des personnes, femmes ou hommes, de pouvoir s'engager peut-être un peu plus dans leur carrière professionnelle, parce que nous étions là en relais. Et donc dans ce mieux vivre, mieux grandir et mieux vieillir, c'est un peu notre ambition, et c'est pour ça que c'est quelque part notre raison d'être et dans nos statuts. Si tu m'enlèves les... Si tu joues avec mes diapos, j'ai pas appris par cœur. Insister sur la baseline du groupe, donc le bien grandir, bien vieillir et bien servir. Alors, mieux vivre, mieux grandir, mieux vieillir. Mais c'était la diapo la plus à gauche. Mais c'est pas très grave. Améliorer le bien-être des collaborateurs. Dans nos métiers, on a tendance à dire que si le collaborateur n'est pas satisfait, le client ne le sera pas. On est vraiment beaucoup dans l'intuitu personnel. Alors, encore plus en garde d'enfants et en dépendance, puisque notre salarié voit un client tous les jours. Dans le métier de l'entretien du domicile, on intervient plutôt à 80%, alors qu'il n'y a personne dans le domicile. Mais
dans le cadre de vie, c'est aussi, et j'y reviendrai un peu plus tard, travailler la gestion des plannings. On a beaucoup de salariés qui ne souhaitent pas travailler à temps plein. C'est pour ça, quand j'entends toujours dans notre secteur le temps partiel subi, ça m'irrite un peu fort, parce que nous, on préférait avoir des temps pleins que des temps partiels. Parce qu'on a juste un peu de coûts fixes, d'équipement, de téléphone, de fiches de paye, etc., de visites médicales, enfin tout ce qu'on peut connaître dans une entreprise. Et évidemment, entre un salarié et deux à mi-temps, je fais x2 sur mes charges fixes. Et donc, pour autant, dans ce secteur extrêmement féminisé, j'ai 98% de femmes dans mes salariés intervenant à domicile. J'ai beaucoup de personnes qui veulent travailler entre 20 et 25 heures. Et donc, il faut pouvoir optimiser le temps de travail dans la journée, parce que chaque heure de plus, qui est optimisée sur le planning, c'est du salaire en plus pour ces personnes qui sont sur des bas salaires. Dans les services à la personne, on est sur des métiers à très faible marge. Et donc, en fait, on doit tout faire pour améliorer la qualité de vie au travail de nos salariés pour qu'ils restent chez nous. Parce que, comme je disais, il y a de l'intuitu personnel. Et évidemment, quand j'ai du turnover salarié, j'ai un risque de départ client en même temps. Donc les deux sont extrêmement liés. Et on doit travailler tout ce qui peut épanouir le plus possible le salarié, sachant qu'on est sur des métiers qui ont quand même de la pénibilité et qui ne sont pas faciles tous les jours. Sur l'impact territorial et l'environnement positif, notre objectif, c'est d'être extrêmement présent sur les territoires et on travaille pour se faire beaucoup tout ce qui est emploi. On est très très proche à chaque fois de France Travail, des missions locales de l'emploi, des Cap Emploi pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap. On travaille beaucoup ça, les organismes de formation locale. Évidemment, on est aussi partenaire d'IUT parce que pour nous, c'est des collaborateurs de demain, c'est des apprentis, c'est potentiellement des stagiaires. Et en fait, dans tout ce microcosme local, je demande à toutes mes agences d'être extrêmement présents pour avoir cette empreinte, sachant que dans nos métiers, on a aussi beaucoup de liens avec les institutionnels. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais probablement, dans les métiers de la dépendance, il y a aussi du financement par les conseils départementaux, avec ce qu'on appelle l'allocation personnes âgées ou la prestation compensatoire du handicap, qui sont des indemnités qui sont versées aux personnes qui ont besoin d'aide. Mais évidemment, nos sociétés gèrent tout pour leur compte. Et dans ce contexte-là, on est très en lien avec les institutionnels des conseils départementaux. On travaille beaucoup aussi avec les départements sur tout ce qui est insertion des publics du RSA. Dans le secteur des services à la personne, il y a un gros enjeu, c'est le RH. Aujourd'hui, je pourrais faire beaucoup plus de chiffre d'affaires si j'avais plus de salariés. Et donc, on travaille avec des conseils départementaux pour emmener des publics en situation aujourd'hui d'échec vis-à-vis de l'emploi, pour les former à nos métiers et du coup les embaucher. On a même proposé, c'était la semaine dernière, au président du département de la Sarthe, puisque notre siège social est au Mans, de créer ce qu'on appelle un CPOM RH, insertion. Alors un CPOM, vous allez me dire, ouais, c'est quoi ? Bon, c'est un contrat pluriobjectif de moyens qu'on a dans les métiers de la dépendance, c'est-à-dire qu'on s'engage vis-à-vis de nos actions auprès du conseil départemental en échange de certaines subventions. Et donc du coup, c'est très orienté sur les personnes âgées. L'idée est de créer un peu ce label insertion et travailler avec des départements sur cette notion de contrat pluriobjectif de moyens que nous, entreprises, on est prêts à signer avec des départements pour accompagner des gens vers l'emploi. Et je dirais même, on pourrait aller plus loin. On a ce qu'on appelle dans le monde économique c'est les gazelles de l'économie, c'est ça, les entreprises qui vont extrêmement vite. Je me trompe, je ne suis pas sûr que ce soit le mot gazelle. Si, c'est... Bon, en tout cas, les sociétés qui ont des croissances à 3 chiffres chaque année. Et on voudrait créer sur le domaine de l'emploi, les licornes, mais voilà, c'est ça, c'est pas la gazelle. J'essayais de me raccrocher à un animal qui existait vraiment. C'est joli. Hein. Non, les licornes de l'économie, il y en a très peu en France. C'est des boîtes qui très vite sont allées jusqu'au milliard d'euros. Et alors souvent des boîtes de l'internet, des Blablacar, beaucoup de plateformes internet. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est créer les licornes de l'emploi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on commence à regarder ce qui se passe en France, bon, le taux de chômage remonte encore un peu là,
il y a des PSE qui s'annoncent. Bon, pour connaître pas mal de gens dans des tribunaux de commerce, il y a beaucoup de boîtes qui arrivent à la barre. Et en fait, le taux de chômage va gentiment remonter. Et on doit, en France, se mobiliser sur ça, parce qu'on veut tirer l'économie vers le haut, mais le premier truc, c'est que chacun ait un job, quoi. Et ça fait partie de nos grands enjeux sur les aspects institutionnels et en local, de travailler le combat de l'emploi. Bon, typiquement, on a travaillé aussi avec les réfugiés ukrainiens lorsqu'ils sont arrivés en France, pour leur trouver à la fois un logement et les former à un job de chez nous. Ensuite, on a une cause qui est de lutter contre les violences faites aux femmes. Donc on a créé un fonds de soutien. Et ce fonds, il doit avoir déjà 5-6 ans. Et donc on accompagne chaque année à peu près 150 femmes qui sont victimes de violences. Et du coup, bon, on les accompagne financièrement, dans le logement. Bon, voilà. C'est une lutte en tout cas qui méritait que nous on s'y attarde. On n'est pas les seuls, mais en tout cas on a beaucoup agi sur ce front qui est un des défis dans la société. Donc en fait, ces enjeux-là, ils sont dans la mission, dans les statuts du groupe We Care et de chacune de ces marques. Alors, ensuite ça se décline. Alors comment ça se décline ? S'engager pour l'épanouissement et le développement professionnel de nos collaborateurs. Je le disais, la gestion des plannings. Aujourd'hui, on a un outil informatique qui permet évidemment de calculer tous les temps, toutes les distances, mais comme ça pourrait se faire aujourd'hui avec un Google Maps, hein, on l'utilise tous. Mais notre objectif, c'est d'optimiser chaque kilomètre qu'on peut. Et donc tous nos salariés sont équipés d'un téléphone de l'entreprise, un smartphone. Et donc, entre une prestation et une autre, il y a systématiquement le trajet le plus court qui est indiqué pour réduire les kilomètres. Mais dans notre outil de gestion interne, qui est un outil qu'on a développé par nous-mêmes, avant de positionner une prestation entre un client et un salarié, il y a systématiquement quel est le salarié le plus proche, quel est celui qui habite le plus proche, avec cette obsession de réduire les kilomètres. Alors évidemment, on facilite les conditions de travail de nos salariés. Maintenant, ce n'est pas que philanthrope. Chaque kilomètre, nous, on les paye. Et donc, plus on optimise aussi nos coûts. Mais ça, c'est quelque chose qui est majeur dans notre métier et qu'on travaille au quotidien. Ensuite, on travaille beaucoup la formation de nos salariés, mais vraiment énormément. Parce que alors, hormis dans les diplômes, enfin dans la dépendance où il faut un diplôme d'auxiliaire de vie, ou dans la garde d'enfants de moins de 3 ans où il faut un diplôme également, dans les autres métiers, il n'y a pas cette nécessité de diplôme. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pousser les gens, les accompagner vers de la formation, vers de la VAE, parce qu'en fait, on sait que demain, même s'ils ne restent pas chez nous, ces personnes, elles auront augmenté leur employabilité. Et dans cet épanouissement, c'est aussi travailler la formation, mais de manière un peu différente. Nos intervenants à domicile ont rarement eu la chance de faire un cursus scolaire tel qu'on a pu le faire les uns les autres. Et il y a un peu de côté, je suis réfractaire au départ à la formation, parce que j'ai été en échec scolaire ou parce que je n'ai pas fait d'études. Donc en fait, dans nos enjeux, c'est de travailler différemment ces formations et d'être énormément dans de la pratique. Mais c'est ce que vous pouvez faire dans certains IUT, dans certaines des matières où on est extrêmement dans la pratique. Et ces personnes-là, je ne peux pas les laisser assises dans une salle à faire de la théorie parce que ça ne va pas marcher. Donc voilà, on travaille beaucoup ces aspects-là. Sur l'équilibre dans les foyers, je l'ai déjà un peu évoqué, mais je vais insister sur un point qui est le métier de la dépendance. C'est un de mes combats un peu personnels et j'étais dans une radio parisienne hier pour ce sujet. D'ici 2050, il y aura 4 millions de personnes qui seront en perte d'autonomie. Les baby-boomers nés en 1946, en 2025, ils vont avoir 79 ans. Sur la pyramide des âges de la France, c'est une tranche hyper large. C'est-à-dire qu'ils vont arriver peu à peu, s'ils n'y sont pas déjà, à un premier niveau de dépendance. En France, on n'a pas assez d'auxiliaires de vie déjà aujourd'hui. Donc, je pousse dans l'État à travailler sur ces sujets. Enfin, j'ai rien contre l'armée, mais quand je vois des pubs pour recruter des militaires, et j'imagine qu'on en a besoin,
peut-être encore plus en ce moment. Mais je ne vois pas de publicité pour recruter dans nos métiers. Et pour autant, au moment du Covid, tous les jours, on voyait des auxiliaires de vie aller chez des personnes âgées. On nous sollicitait pratiquement tous les jours pour un reportage télé. J'associe à ça évidemment les blouses blanches dans les hôpitaux. C'est des gens qui ont été en première ligne pendant toute cette période et puis très vite on les a oubliés. Sauf que quelle société on veut demain? Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui il manque des auxiliaires de vie pour le mieux vieillir. Et on en cherche tous, hein, les EHPAD, les associations, les entreprises, on est tous sur le sujet. Et un de mes combats, c'est que demain, nous ici, on n'arrête pas de travailler pour s'occuper de nos parents âgés. Parce qu'il y a déjà ces situations-là qui existent. J'arrête mon job parce que je ne trouve pas de solution et donc je vais aller m'occuper de mes parents moi-même. Sauf que ce n'est pas le sens de l'histoire. Nos parents se sont occupés de nous quand on était bébé, mais ce n'est pas le sens de l'histoire de s'occuper de ses parents, sachant que le métier d'auxiliaire de vie nécessite des diplômes, il y a des vraies compétences. Quand vous faites une aide à la toilette, quand vous faites un transfert d'un lit vers une chaise, mais enfin, si vous n'êtes pas formé à ça, vous allez vous péter le dos au bout de 2 jours et c'est vous qui allez être en arrêt. Donc, quelle société on veut? Il y a beaucoup d'études aussi sur les aidants dans l'entreprise. C'est 20% de productivité en moins, parce que sur votre temps de travail, vous gérez parfois des choses pour vos parents âgés, mais c'est aussi la tête qui est parfois ailleurs. Et dans ce contexte-là, manque de productivité. Et ceux qui sont aidants ont aussi un absentéisme plus fort dans leur travail, donc potentiellement impact sur leur job demain. Donc c'est un sujet qui est vraiment crucial pour moi, c'est quelle société on veut en France dans quelques années. Là, déjà dans les 2 ans, il manque 30 000 auxiliaires de vie en France, et une auxiliaire de vie ne va pas chez un seul client. Donc c'est déjà une grosse pénurie, et en fait, il faut que tous, en France, on prenne conscience de ça, qu'on mette ce métier en avant. Certes, il faut le valoriser, certes, il faut pouvoir mieux le payer pour attirer plus de gens, mais c'est réellement un point sociétal vers lequel on va. Bon, l'empreinte territoriale, j'en ai beaucoup parlé parce que nous, elle s'est beaucoup ancrée sur l'insertion, sur l'emploi. Et ça, j'évoquais du coup les licornes qu'on aimerait créer. Et dans le département de la Sarthe, ils sont prêts à nous suivre sur cette notion de licorne de l'emploi. Parce qu'en fait, tout le monde est conscient qu'on doit amener les moins diplômés, les moins qualifiés, voire les pas diplômés du tout d'entre nous, vers l'emploi, que ça coûte moins cher aussi à la société qu'ils aient, au sens large, qu'ils aient un job plutôt que de percevoir le RSA. Et puis les violences faites aux femmes, pourquoi on l'a mis dans nos statuts? Je vous disais, on accompagne 150 personnes chaque année. On l'a fait aussi parce qu'on est dans un métier extrêmement féminisé, avec des salariés qui ont des bas salaires, qui sont souvent en solo avec des enfants et qui sont sur des situations de vie vraiment parfois difficiles. Et donc on a créé ce fonds, à la fois de soutien financier, mais on a créé autour de ce fonds tout un réseau d'assistantes sociales pour pouvoir aider toutes ces personnes, voire parfois payer des frais judiciaires aussi pour les aider à retrouver tous leurs droits, parfois récupérer leurs enfants. Parce que dans ces situations, ça ne tourne pas toujours en votre faveur en fonction des revenus que vous avez. Ouais. Alors, objectif statutaire, ensuite objectif opérationnel. Donc en fait, on a créé 4 types d'objectifs opérationnels. On va en présenter qu'un aujourd'hui parce que le temps est limité. Puis quand j'ai un micro, je parle beaucoup. Donc il faudrait que tu m'arrêtes. Bon, j'ai déjà parlé de l'impact des déplacements. Chacun a son micro et donc peut l'interrompre. Ok, d'accord. C'est bientôt fini. Non, l'impact des déplacements, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est tout l'impact carbone. Et notre objectif, c'est d'économiser sur les 2 ans qui viennent 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, c'est vraiment beaucoup. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Ensuite, on est en train de favoriser tout ce qui est transport vert. Alors, on n'est pas rentré dans la trottinette électrique parce que le taux d'accidentologie est pas très bon et les assurances n'aiment pas assurer ça. En revanche, on travaille pas mal le vélo électrique sur certaines de nos villes où les pistes cyclables sont très avancées. Même au siège social, on a mis une 30aine de vélos électriques à disposition de nos salariés
plutôt que quand ils vont déjeuner en ville, allez, c'est à 10 minutes à pied, ils prennent un vélo, ils mettent 3 minutes. Donc on a essayé de favoriser tous ces éléments pour que nos collaborateurs aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Sur les bonnes pratiques écologiques, on sensibilise énormément nos clients. On a un petit guide sur le ménage naturel qui va jusqu'à fabriquer ses propres produits. Alors, bon, on a peu de clients qui veulent le faire, mais en tout cas, on va jusque-là dans nos propositions de pouvoir le faire pendant nos prestations. Et sinon, on sensibilise beaucoup aux produits verts. J'ai communiqué auprès de tous nos clients et tous nos salariés la semaine dernière, et sur les réseaux sociaux d'ailleurs, sur un engagement qu'on a pris qui est l'engagement vert. On s'est engagé sur la parole de nos clients et de nos salariés. Pour chaque personne qui va dire « Ok, moi je m'engage à titre perso à utiliser des produits écologiques chez moi ou produits naturels », à verser 1 € pour chaque client, chaque salarié qui va s'engager. À 3 associations, alors 3 associations extrêmement différentes, mais qui ont toutes pour objectif l'environnement, la préservation par exemple des océans, qui est une des associations qu'on va sponsoriser. Et donc notre objectif à travers cela, c'est d'engager tout notre microcosme proche, nos clients, nos salariés. Alors évidemment, ça aura peut-être un peu de retentissement en dehors, et peut-être que d'autres entreprises vont nous suivre dans cette démarche. C'est quand même un billet pour le groupe d'environ 200 000 € à la fin, si chaque client, chaque salarié du groupe dit OK. Mais pour nous, c'est une nécessité d'aller vers ce combat pour laisser aussi sur les générations futures une terre peut-être un peu plus propre que nous la vivons aujourd'hui, et avec tous les dérèglements que ça occasionne et qu'on peut voir maintenant pratiquement chaque semaine sur nos écrans de télé. Les démarches insertion et inclusion, je vous disais, on a pas mal travaillé, alors au-delà du département de la Sarthe, on le fait partout, mais on travaille beaucoup l'insertion des personnes handicapées, et, parce que c'est aussi une cause qui nous tient à cœur, les réfugiés. Et il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la captation de ces profils lorsqu'ils arrivent. Et donc, nous, on se rapproche de ces structures ou de ces associations, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui aident ces personnes. Et en fait, on se retrouve avec beaucoup de profils qui, finalement, sont plus qualifiés que les profils d'intervenants que nous, on a en France. Parce que ceux qui arrivent sont parfois quand même assez diplômés dans leur pays. Les Ukrainiennes, je parlais plus ukrainiennes qu'ukrainiens, parce que les Ukrainiens sont plutôt restés sur le front. Mais les Ukrainiennes qui sont arrivées en France étaient plutôt sur les CSP moyennes et plus. Et donc, pas forcément à être habitués sur nos métiers. Néanmoins, on a vu des gens qui avaient une telle envie de bosser, une telle envie de s'intégrer, d'apprendre le français, qu'on a mis pas mal de groupes de formation en place, alors beaucoup en région parisienne, pour intégrer ces profils dans nos métiers. Alors, elles ne vont pas forcément y rester toute leur carrière, parce qu'une fois qu'elles vont maîtriser le français, comme c'est des gens, enfin, on a eu jusqu'à des médecins qui sont arrivés. Évidemment, je pense que très vite, elles vont s'engager dans un cursus d'études en France et récupérer leur métier, au moins un métier dans le soin. Si ce n'est pas médecin, peut-être au moins un métier d'infirmière. Mais en tout cas, on favorise ces éléments-là parce que pour nous, c'est aussi le cœur de notre métier dans les services à la personne. On ne vend pas de produits, on ne vend rien à part la force de nos travailleurs, enfin de nos salariés. Et le fait de pouvoir travailler tout ce qui est insertion, en fait, c'est aussi une fierté qu'on peut avoir, que nos responsables d'agences en local portent, nos franchisés aussi, parce que je disais 515 agences, mais on a à peu près 200 agences succursales et 315 en franchise. Et notre objectif, c'est d'arriver à 600 sur la France. Après, on aura couvert tout le territoire. Et enfin, l'intrapreneuriat, l'entrepreneuriat. Le fondateur du groupe est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans cette notion d'entrepreneuriat, intrapreneuriat, donc on favorise beaucoup ça. Dans certaines de nos marques, d'ailleurs, le directeur de la filiale est aussi au capital de la filiale. Il est passé de salarié à co-actionnaire avec le groupe pour qu'on engage cela. Je vous parlais de la franchise. J'ai aujourd'hui sur mes 300 franchises pas loin d'une 40aine de personnes qui étaient salariées de chez nous avant, y compris certains qui ont fait toute la filière
intervenant à domicile, des postes d'encadrement d'agence, responsable d'une agence succursale, puis devenir franchisé. Et on favorise énormément ça, parce que ça aussi, c'est une fierté de pouvoir accompagner vers l'entrepreneuriat des personnes qui sans nous, ils seraient probablement jamais allés. Parce qu'un système de franchise, vous êtes énormément accompagné, on vous donne tout le savoir-faire, tous les outils. Et donc ça, c'est des choses qu'on a beaucoup bossé chez nous. Et l'intrapreneuriat, c'est une culture qu'on favorise chez nous. On a une volonté d'avoir dans la culture des managers la notion de je dois gérer mon périmètre, mon job, mon projet, comme si c'était ma boîte, comme si c'était mes sous. Et beaucoup de gens grandissent grâce à ça. Et c'est ça aussi que certains font la bascule de je vais investir ailleurs, alors soit chez nous en franchise, mais ça peut être dans d'autres domaines. J'ai énormément de salariés, mais c'est par dizaines, qui sont devenus chefs d'entreprise parce qu'ils ont pris goût à cette culture de c'est mon périmètre, je décide. Alors évidemment, on a une autonomie qui est cadrée, hein. Il y a un cadre chez nous, et dedans, le salarié joue comme il veut, tant qu'il ne sort pas complètement sur les chemins de traverse. Mais cette notion-là est vraiment importante dans une entreprise si on veut engager les collaborateurs. Merci Jean-François. À propos d'entrepreneuriat, je voudrais saluer la présence dans la salle des représentants de Créa-IUT, une association d'enseignants d'IUT pour favoriser l'entrepreneuriat des étudiants en IUT. Alors merci en tout cas pour ce vaste tour de piste. Tu m'avais enlevé 15 diapos aussi. Donc Et encore, oui. J'ai censuré. Donc après, on va parler de l'assurance. Et donc, Émilie, peut-être 2-3 points avant qu'on passe à l'assurance sur votre parcours personnel. Et ensuite, donc, comme je le suggérais tout à l'heure, quelques données économiques du secteur de l'assurance avant de rentrer dans le détail de la RSE. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Émilie Amis, je suis secrétaire générale de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Donc un observatoire des métiers, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En tout cas, on réalise des études, des diagnostics au profit des salariés et des employeurs dans le cadre du dialogue social. Donc ce sont des études qui les amènent à négocier notamment la convention collective. Sur mon parcours, alors oui, vous évoquiez 16 ans, alors pas exactement dans l'assurance en tant que telle, mais plutôt dans le courtage d'assurance, donc qui est une sous-branche, on va dire, de l'assurance. Et je viens de prendre le poste, là, c'est très récent, ça fait à peu près 4 à 5 semaines. Quelques chiffres à vous donner. Le secteur large de l'assurance, alors je vais vous expliquer ce que j'entends par secteur large de l'assurance. C'est composé de 4 branches, que sont le courtage d'assurance, les agences générales d'assurance, les assisteurs et la branche de l'assurance. Ça représente à peu près un peu plus de 230 000 salariés. Voilà. Et parmi ces 230 000 salariés, la branche de l'assurance représente 157 100 salariés au 31/12/2023, puisqu'on a actualisé le chiffre très récemment. Sur cet effectif, peut-être une autre donnée à vous communiquer, sur la répartition homme-femme, parce qu'on y reviendra aussi, c'est un sujet aussi de RSE, on l'oublie souvent, mais l'égalité entre les femmes et les hommes en fait partie. C'est 61% de femmes et 39% d'hommes. Voilà, donc c'est à peu près les grands chiffres que je voulais vous donner, et on reviendra un petit peu plus en détail au cours de la présentation sur des données beaucoup plus fines. Alors moi, avant de commencer la présentation, et quand j'ai préparé mes diapos, je me suis dit, il faut reposer la question essentielle. Pourquoi agir ? Pourquoi on agit en matière de RSE ? Et pourquoi les assureurs, en l'occurrence, agissent en matière de RSE ? Alors, pour plusieurs raisons. On pourrait se dire tout de suite, l'assurance, c'est un peu l'ADN, la RSE. Surtout quand on évoque toute la partie mutuelle.
l'organisme qui sont des mutuelles. Donc ne serait-ce que par leur ADN, on sent vraiment que là, l'enjeu de RSE existe. Et puis, l'assurance en tant que telle. Quand on réfléchit un petit peu au fondement même de l'assurance, on pense tout de suite mutualisation. Mutualisation, ça veut dire un système d'entraide. On va faire porter sur un plus grand nombre le risque de certains, donc l'infortune de certains. Et donc ça aussi, on sent qu'il y a une connotation forte de RSE derrière. Et puis, comme pour d'autres secteurs d'activité, beaucoup d'entreprises, dans la pratique, ne serait-ce que même avant qu'on parle de RSE et de cette notion vaste, qui est très vaste, de RSE, toutes les entreprises faisaient des pratiques, ou en tout cas avaient des pratiques, avaient des actions, menaient des actions, ou avaient des projets qui allaient dans le sens déjà de la RSE. Et c'était le cas déjà chez les assureurs. Alors pourquoi agir en matière de RSE ? Alors au-delà de tout ça, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des facteurs quand même exogènes. Alors pas qui nous font du jour au lendemain passer de non-RSE à RSE, c'est pas du tout ça, c'est plutôt d'autres facteurs exogènes cette fois-ci qui poussent les assureurs à aller un cran plus loin, qui poussent les assureurs à, j'aimais bien le terme de challenger, de se challenger sur tout ce qui peut toucher à la RSE. Alors, le premier point, ce sont déjà les clients. Voilà, de plus en plus, on le sait que 6 Français sur 10, dans leur prise de décision, notamment sur tout ce qui concerne les placements financiers, vont regarder l'impact derrière environnemental, sociétal de leur placement. Donc ils vont agir en fonction de l'impact de leur placement sur tous ces aspects-là. Donc les préoccupations de la RSE sont très très importantes pour les clients. Le deuxième facteur qu'on a pu identifier, c'est bien sûr la crise environnementale et sociétale. En fait, on voit sur tout ce qui est dérèglements climatiques, environnementaux, qui sont de plus en plus marqués en termes de fréquence, en termes d'intensité. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que les tensions sociales sont un peu partout, dans différents contextes. Et donc tout ça fait que les entreprises, et encore plus les assureurs, ont un rôle à jouer et ont des actions à mener et mènent déjà des actions en matière de RSE. Le troisième point, le troisième facteur, c'est l'environnement financier. On voit que globalement, les investissements et tout ce qui touche au financement, tout ça est fortement lié à ce qu'on appelle l'ESG, ces fameux indicateurs environnementaux, sociétaux et puis liés à la gouvernance. Donc ça, voilà, on voit de plus en plus que ça se généralise. Donc troisième facteur qui impacte nos actions en matière de RSE. Le quatrième qu'on pourrait évoquer, ce sont les salariés. Les salariés, parce qu'on sait très bien qu'une entreprise qui va être dans une dynamique forte de RSE va être très certainement beaucoup plus attractive, notamment à l'égard d'un public qui peut être un tout petit peu plus exigeant. On en parlait tout à l'heure sur l'exigence des jeunes. Ces jeunes vont plutôt se tourner vers des entreprises qui vont avoir, alors c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est vraiment la vision, je pense, qu'ils en ont, c'est d'avoir un impact positif sur le monde. Même pas que sur la société, sur le monde entier. Voilà, donc ça, je pense que si on veut être attractif aussi en termes de conquête des talents, c'est vraiment un facteur qu'il faut prendre en compte. Un autre facteur, ce sont les partenaires économiques. On voit que de plus en plus, il y a une interaction, ou en tout cas les partenaires cherchent de plus en plus, enfin les entreprises cherchent de plus en plus des partenaires qui sont justement orientés RSE, qui œuvrent en matière de RSE. Alors pas que, on reviendra juste après sur la réglementation, ça c'est sûr qu'elle existe et qu'elle pousse forcément les entreprises à aller dans ce sens-là, mais déjà d'instinct, entre guillemets, j'ai envie de dire, les partenaires regardent comment travailler ensemble et surtout si le binôme ou le futur partenaire a des axes de RSE. Alors, je l'évoquais il y a quelques secondes, la réglementation forte.
Alors, on va se passer pour le moment de tout ce qui est acronyme parce qu'on s'en sort plus, c'est SRD, NFRD, voilà, il y en a un peu partout, ça fleurit partout. Donc une réglementation qui est de plus en plus dense et qui impose un certain nombre de choses, notamment sur des informations financières, extra-financières. On va aussi sur de la réglementation prudentielle, et notamment dans notre secteur d'activité, et tout ce qui touche aussi à la réglementation liée à la clientèle. Et puis enfin, le dernier facteur, c'est le facteur de la société civile. On se rend compte de plus en plus que la gouvernance d'entreprise élargie à la prise en compte de de toutes les parties prenantes. Et la société civile, elle va être très en attente de ça, et elle va attendre justement des entreprises qu'elles s'inscrivent notamment dans tout ce qu'on peut appeler tout ce qui est lié à l'inclusion, la diversité et la mixité. Voilà. Donc je voulais recadrer un petit peu le sujet. C'est ce que j'ai entendu aussi ce matin où on dit toujours, on fait le raccourci RSE, c'est forcément de la transition écologique. Eh bien non, et on va le voir dans les diapos suivantes. Voilà, donc qui est impacté par la RSE? Ça, c'est aussi une question essentielle. Alors, bien évidemment, puisque je suis en représentation aussi du secteur assurantiel, les assureurs en première ligne, mais on le verra que pas seulement. Les partenaires économiques, et ça, on vient de le voir d'une manière un peu plus générique dans ce que je viens de vous dire, mais aussi les assurés. Et je vous ai repris un petit peu des termes qui traduisent, ou en tout cas illustrent les interactions qui peuvent émerger dans les relations assureurs-assurés ou partenaires entre eux, donc assureurs et partenaires économiques. Donc la première chose, moi, qui me semblait important de rappeler, c'était tout ce qui touchait à la notion de mutualisation. Ça aussi, c'est un axe fort de RSE pour les assureurs. Je crois qu'on l'a évoqué en introduction. Il faut rappeler, et ça on l'oublie assez vite, on pense parfois, notamment quand on entend surtout la presse parler des assureurs, on pense qu'il y a une poche pour encaisser les cotisations, et puis on a une poche pour financer les sinistres. Sauf que non, les deux se combinent. C'est-à-dire qu'on va payer les sinistres grâce aux cotisations. Et c'est vrai que la remarque que me faisait mon prédécesseur et que j'ai bien retenue, je pense, il rectifiera si je ne suis pas juste, c'est que, et je ne le savais pas, les assureurs dégagent des bénéfices qui sont 5 fois moins importants que la moyenne des bénéfices faits par les entreprises françaises, toutes confondues. Voilà, donc ça, il ne faut pas l'oublier. On a bien souvent une image qui est un peu différente. Donc la mutualisation, comme je le rappelais au début, c'est un fondement assez fort, un système d'entraide qui permet de couvrir les risques d'un petit nombre, c'est ce qu'il faut se dire, par le plus grand nombre possible. Après, autre axe majeur aussi d'assureurs vis-à-vis des assurés, mais plus largement, j'ai envie de dire, vis-à-vis des populations, c'est la prévention, la protection et la sensibilisation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous consultent un peu LinkedIn, si vous êtes aussi abonnés à certaines pages de l'assurance, notamment à celle de la Fédération des assureurs. Pas plus tard que la semaine dernière, on voit que les assureurs sont dans des axes de prévention, de protection et de sensibilisation. Ils vont accompagner les populations, et notamment les assurés, à prévenir notamment tout ce qui est en lien avec les risques climatiques et d'adapter leur comportement en fonction de ces risques. Voilà, donc ça, il y a une grande campagne de sensibilisation et de prévention qui est faite par les assureurs. Et puis, le troisième point qui est important, c'est aussi le soutien des assureurs à l'innovation et aux nouvelles technologies qui, encore une fois, le lien est plutôt facile à faire avec tout ce qui touche aux risques climatiques. C'est tout ce qui peut prévenir les risques climatiques et qui peut diminuer ces risques. Voilà, donc tout ça, c'est soutenu. Il y a un engagement fort des assureurs là-dessus, sur ces nouvelles technologies. Et puis, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on l'a évoqué juste avant. Tout ce qui touche les liens des assureurs avec leurs partenaires. Alors ça peut être leurs partenaires divers et variés, notamment aussi tout ce qui touche à l'intermédiation, donc tous les canaux de distribution, parce que les assureurs ne distribuent pas forcément tous en direct auprès des assurés. C'est la recherche de partenaires qui sont responsables au sens de la RSE
et puis qui propose des chaînes de valeur durables. Il y a une forte accélération, une forte demande, une demande croissante là-dessus, sur l'amélioration de la durabilité des chaînes de valeur. Et on le verra un petit peu plus tard que c'est le cas des assureurs qui intègrent cette notion de RSE aussi dans la partie gestion de sinistres. Voilà, alors on va rentrer un peu plus dans le dur avec quelles actions concrètes dans l'assurance. Donc là, je fais vraiment le focus sur les assureurs. Le premier point, qui est inévitable, hein, bien sûr, c'est l'action en faveur de la transition écologique. Donc là, les assureurs, ils ont un rôle majeur, ils sont un acteur majeur de la transition écologique, dans un premier temps parce qu'ils financent aussi l'économie, ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, on en parlait juste avant, c'est de dire, il y a un système, l'assurance repose sur un fondement majeur qui est la mutualisation. Aujourd'hui, il y a deux postures qu'on peut avoir. C'est soit le pollueur-payeur, voilà, l'assuré, l'entreprise en l'occurrence, qui va polluer plus, forcément, elle va payer plus que les autres. Et puis il y a une deuxième posture à ça, qui va à l'encontre. On est plus là sur le premier point, pollueur-payeur, sur une responsabilité individuelle. Voilà, on fait reposer le risque sur une responsabilité sur un individu, ou en tout cas individuellement. Et puis le deuxième modèle, c'est le modèle de la mutualisation. Et ça, c'est extrêmement important, puisque au jour d'aujourd'hui, on voit l'émergence et même l'intensification, j'ai envie de dire, de risques environnementaux, climatiques. C'est de se reposer la question, comment on assure ces risques-là aujourd'hui, voilà, parce que la question est quand même pas toute nouvelle, et puis demain. Donc ça, voilà, il y a une grosse réflexion des assureurs là-dessus, donc on voit le rôle important des professionnels de l'assurance sur ce domaine. La deuxième chose qu'on peut évoquer en matière de transition écologique, c'est tout ce qui concerne les placements verts. Voilà, donc on le disait, 6 Français sur 10 qui regardent, s'intéressent aux préoccupations, ils sont préoccupés par la RSE lorsqu'ils font un placement. Et donc là, le rôle des assureurs, c'est d'orienter les assurés sur des placements qu'on dit verts, qui ont des impacts positifs sur l'environnement et sur la société. Pour vous donner un petit chiffre qui sort d'un livre blanc, je crois, ou d'un rapport qui a été publié par France Assureurs, donc ça date de 2021, mais ça peut donner déjà une petite vision. C'est 141 milliards d'euros de placements verts. Voilà, donc c'est pas anodin. L'économie bas carbone, forcément. Il y a un engagement fort des assureurs sur le financement de la transition écologique via une économie bas carbone. C'est tout ce qui va toucher aussi, on l'évoquait un peu, sur la durabilité de la chaîne de valeur, comme qu'aujourd'hui les assureurs vont aussi intégrer cette notion de RSE dans la partie indemnisation. Donc c'est-à-dire que l'assureur, même en tant que tel, dans son fonctionnement propre, quand il va y avoir une déclaration de sinistre faite par l'assuré, il va aussi avoir son propre impact ESG, donc environnement, sociétal et lié à la gouvernance, sur l'indemnisation en termes de l'informatique auquel il va avoir recours. Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'on fait appel à des pièces de rechange ou est-ce qu'on rachète du matériel? Et puis sur la partie aussi salariée, donc la personne qui va, l'indemnisateur, celui qui va indemniser, l'assuré, savoir s'il y a des actions qui sont menées sur des indemnisateurs qui seraient peut-être identifiés comme des salariés un peu plus fragiles. Voilà. Donc, voilà, ça va très très loin. La RSE, en fait, on se rend compte avec tout ce que j'explique là, qu'il y en a vraiment à tous les bouts de la chaîne, que ce soit la chaîne de valeur, que ce soit la chaîne de distribution dans l'assurance, il y en a vraiment partout. Ce qu'on peut identifier aussi, pour vous donner encore deux derniers exemples, c'est les dispositifs incitatifs. Donc ça, c'est plutôt lié à la matière RH. C'est tout ce qui est mobilité douce, mobilité durable, toutes les aides, tous les soutiens, tout ce qu'on appelle les forfaits mobilité durable, qui sont des aides et qui sont incitatifs, donc qui viennent de l'entreprise et qui sont incitatifs pour les salariés.
Et puis, dernier exemple, c'est tout ce qu'on entend sur le réemploi, le reconditionnement. Voilà. On confond toujours la notion de remplacement ou rachat à neuf. Voilà. Donc les assureurs vont plutôt pousser à la réparation plutôt que la rachat de la pièce. Alors, voilà, premier point, transition écologique. D'autres actions RSE, bien souvent on l'oublie, mais ça a été aussi dit par mon voisin, donc c'est l'accès à la formation professionnelle. Alors je vous le redonne là parce que je ne l'ai pas de nous fait apparaître sur la diapo. L'effectif total de la branche assurance est 157 100 salariés. Et aujourd'hui, en 2023, il y a un effectif formé de 142 380 salariés, pour un total de 4 800 640 heures de formation, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on se compare au niveau interprofessionnel et national. On est bien au-delà de ce qui est fait. Avec un taux d'accès qui est très élevé, qui est de un peu plus de 90%, avec une durée moyenne qui est de 33 heures, à peu près 34 heures par individu. Donc on peut peut-être préciser que le taux d'accès, donc c'est le pourcentage de salariés qui ont au moins une formation dans l'année. Donc ce qui est un taux très élevé et ce qui résulte de ce que vous indiquiez tout à l'heure, 142 000 formés pour un effectif de la branche de 157 000. Tout à fait. Oui. Et puis c'est vrai qu'on est une profession réglementée et on est soumis, comme d'autres professions, à une obligation de formation continue qui est l'équivalent de minimum, en tout cas, de 15 heures annuelles par an. Et d'ailleurs, on a fait l'extraction parce que ça nous semblait important, c'est de dire que ça représente un peu plus de 68% des formations dispensées auprès des salariés sont des formations non obligatoires, donc non imposées par la réglementation. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ce que ça veut dire aussi derrière, c'est que les assureurs, chez les assureurs, en tout cas, il y a une dynamique qui est bien installée de formation. On l'a pu le constater depuis un certain nombre d'années, et puis qui est vertueuse. Ça, c'est très important de le souligner. Ce que je peux aussi rajouter sur la formation, c'est que pratique vertueuse et bien installée, c'est un effort considérable des assureurs qui consacrent à peu près, en moyenne, on va dire, entre 4 et 6% de la masse salariale au financement de cette formation. Donc ce qui, comparé à d'autres secteurs ou d'autres entreprises, n'est pas à négliger, bien au contraire. Surtout quand on voit que certaines tirent un peu leur épingle du jeu et vont jusqu'à 8% de leur masse salariale. Autre angle de la RSE, c'est en matière de mixité-diversité. Alors, chez les assureurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau, encore une fois. C'est même bien ancré avec des engagements qui ont été pris dans le cadre du dialogue social et qui est bien formalisé dans un accord de branche qui s'appelle mixité-diversité, avec plusieurs engagements. Alors, un premier engagement en faveur de l'emploi des seniors de 55 ans et plus. Alors, on pourra discuter de l'âge, en tout cas, c'est comme ça que ça a été fixé. Ce qu'on constate dans l'assurance, c'est que cette population représente 2/3 des effectifs, ce qui n'est pas rien. Surtout quand on sait que la progression des effectifs en 10 ans, c'est à peu près 10 000 emplois de plus. Donc, c'est vraiment de la création nette d'emplois. Et même si on va un peu plus en arrière, sur 20 ans, une progression qui a toujours été continue des effectifs. Sur cette progression-là, cette progression s'est faite au bénéfice, en priorité, au bénéfice de cette population de 55 ans et plus. Et puis sur cette même population, on voit que, sur cette même période, en 20 ans, que la population des 60 ans et plus a été multipliée par 11. Voilà, donc on sent vraiment l'engagement, mais aussi le résultat qu'il y a derrière. C'est toujours important de regarder le résultat. Sur l'intégration des jeunes, alors quelques notions, quelques idées, quelques chiffres là-dessus. On voit que sur l'intégration des nouveaux entrants, les jeunes représentent plus de 50%. Donc voilà, il y a une dynamique forte à recruter
des jeunes. Et on voit que la majeure partie de ces jeunes, même j'ai envie de dire majeure partie, un peu plus de 90%, sont en alternance. Voilà. Donc, transition toute trouvée avec l'alternance. Donc, pareil, fort effort dans le cadre de l'alternance. On est passé, en l'espace d'à peu près une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, de 1000 salariés, donc 1000 alternants, à aujourd'hui, en 2023, à un peu plus de 7000. Voilà. Malgré aussi la baisse qu'on peut connaître des niveaux de prise en charge, notamment dans le cadre de l'apprentissage et des aides à l'embauche. Donc c'est une dynamique encore aussi qui est bien installée et qui, malgré l'effort moindre des pouvoirs publics, qui continue, qui perdure. Sur les salariés en situation de handicap, pareil, on est, on va dire, stable. On a une augmentation de 2 points en l'espace d'une période. Alors, j'ai plus forcément mes notes sous les yeux, mais on est sur une période de 10 ans, il me semble. Je ne sais pas si Norbert... voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est encore aussi bien installé et avec un fort effort fait sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Et puis, dernier point, sur la mixité-diversité, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Bon, je vous disais un petit peu la répartition des femmes et des hommes dans la branche de l'assurance. Et on observe depuis quelques années une tendance à un rééquilibrage. Voilà, on se rapproche un peu des 50-50. Ensuite, si on descend un petit peu et qu'on défile un peu le fil, c'est quels sont plus concrètement les métiers, les domaines de métiers impactés. Alors j'ai envie de dire tous. Il n'y en a pas un qui manque à l'appel. Là, on vous a repris les domaines, on va dire cœur de métier de l'assurance, qui vont de la conception de l'offre, donc avec tout ce que vous pouvez imaginer, l'actuariat, le marketing, la distribution, donc tout ce qui va concerner la vente, la distribution, la prévention et aussi toute la partie intermédiation, l'avis du contrat assurance, donc on y inclut aussi la gestion d'actifs et l'indemnisation. Et puis, au-delà de ça, il y a bien sûr toutes les fonctions support transverses qu'on peut trouver dans n'importe quelle entreprise, qu'il s'agisse de la comptabilité, des ressources humaines, des moyens généraux, de l'IT ou du juridique. Dans le domaine de la distribution, ce que vous indiquiez lorsqu'on a préparé l'atelier, c'était le besoin d'avoir des jeunes qui, en matière de compétences, sachent justement parler à leurs assurés de l'impact RSE et donc vendre et quelque part justifier des produits qui sont peut-être un peu différents de ceux qui sont aujourd'hui commercialisés. Oui, tout à fait. Voilà, du coup, ça fait le lien avec la diapo suivante. Si on veut continuer dans ce sens-là et plutôt s'arrêter sur les métiers de souscripteurs, de préventionnistes, on va aller vers plus de conseils. On prend généralement un exemple, c'est celui des assurances paramétriques, alors, qui existent depuis à peu près, on va dire, une petite dizaine d'années, notamment avec un assureur phare, mais qui se généralise forcément avec tout ce qu'on vient de se dire, hein, l'augmentation, l'émergence de risques environnementaux et climatiques. Et donc là, le souscripteur ou le préventionniste va bien falloir que on fasse des actions de prévention sur ces sujets-là qui touchent au climat. Il va falloir qu'on aille conseiller le client de plus en plus. Donc ce sont effectivement des compétences qui sont attendues en matière de RSE et aujourd'hui et demain. Sur un métier qu'on a vu émerger, c'est celui de responsable RSE. Voilà. Surtout qu'on est sur des grosses entreprises, dans d'autres domaines d'activité où on a plutôt des petites entreprises, la RSE est bien souvent partagée entre les RH et la partie juridique. Mais là, non, on a vraiment un métier en émergence qui est déjà, on va dire, installé, c'est le responsable RSE. Sur
La gestion d'actifs, donc les métiers de la gestion d'actifs, pas grand-chose de plus à vous dire, sauf à refaire le lien effectivement avec les placements verts, ou pareil, en matière de conseil, il va falloir passer un cran supplémentaire et intégrer ces préoccupations de RSE. Sur les métiers de la conformité, voilà, on parlait beaucoup de la réglementation, la densité aussi de la réglementation. Ça commence à ressembler un petit peu à un millefeuille, même je ne suis pas sûre que tout le monde s'y retrouve. Donc toute cette réglementation, alors qui vient du législateur en France, mais qui vient au départ du niveau européen. Donc sur tout ce qui est audit, le contrôle interne, le management des risques. Donc ça aussi, ce sont des choses que les métiers de la conformité intègrent déjà, mais intégreront encore davantage, surtout quand on entend ces dernières notions qui viennent de sortir, de durabilité. Voilà pour les métiers de la conformité. Pour les métiers de l'offre, donc là, on vise plutôt les actuaires et les services marketing. Donc ça va impacter aussi l'analyse et le calcul des risques. Et puis, sur d'autres métiers, alors plutôt là, support, pour les DSI par exemple, là, on va être vraiment dans une dynamique de quelle est l'empreinte carbone de l'équipement, du matériel, d'un ordinateur, d'un smartphone. Est-ce qu'on va plutôt acheter du nouveau matériel ou est-ce qu'on va plutôt essayer de le réparer ? Voilà, on est plutôt dans la filière recyclage. On a un fort engagement là-dessus. Donc là, sur ces métiers de l'informatique, c'est un exemple qu'on pourrait donner. Et puis, en dernier, sur les métiers de l'environnement de travail, donc là, on vise essentiellement les moyens généraux. On parle aussi, bien sûr, des labels HQE des bâtiments. Est-ce qu'ils vont dans le sens... ils ont un impact positif sur l'environnement. On peut aussi citer tout ce qui est la durabilité concernant le matériel, les équipements, le bon choix des matériels, le bon choix des équipements pour qu'ils soient RSE. Donc voilà quelques exemples concrets de l'impact sur les métiers, des compétences qui seront attendues demain, mais comme vous le voyez, c'est davantage de conseils, de technicité aussi des métiers, notamment sur tous ces sujets. Merci Émilie. On va passer la parole à Jean-Michel. Bon, tu as une plus petite entreprise, donc tu as un plus petit temps de parole. Désolé. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai bien noté que c'était proportionnel. Nous sommes une PME de 50 personnes, ramenée à 216 000 d'un côté, donc mon temps de parole est de... J'ai une nanoseconde pour vous. Donc, dans le domaine de l'informatique, alors est-ce qu'on est représentatif des PME du tertiaire? Je ne sais pas. Néanmoins, en région, en tous les cas, une PME dans l'informatique de 50 personnes, comme un cabinet comptable de 50 ou 100 personnes, je pense que c'est assez représentatif finalement de nos métiers. Juste pour préciser, donc... deux structures, l'une qui développe des logiciels de gestion, les systèmes que vous utilisez quand vous partez en vacances, par exemple chez Pierre et Vacances ou Center Park, c'est des systèmes qui sont développés chez nous, donc qui développent ces systèmes d'information et qui les héberge, c'est-à-dire les stocke sur des serveurs, et une autre société qui s'appelle Detix, qui, elle, développe et met en œuvre des data centers de proximité. Alors bon, je vais être assez rapide sur le sujet. Et j'y reviendrai après sur l'empreinte du numérique, l'empreinte économique et énergétique du numérique et de tous les numériques, c'est-à-dire des smartphones que monsieur est en train d'utiliser là quand il publie une vidéo sur LinkedIn en temps réel. C'est pas neutre. Pour revenir sur l'aspect, alors moi je suis très content d'avoir découvert ces termes ce matin de RSE. J'ai appris une PME qui a une trentaine d'années comme la nôtre, en fait, elle doit déjà peut-être avoir un chef d'entreprise qui va avoir une vision de, bien sûr, son métier, mais aussi la manière dont il veut l'inscrire et sur son territoire et dans sa vie, parce que quand on crée une entreprise ou qu'on la dirige, c'est pas une vision
souvent très court-termistes. Donc, en fait, quand on regarde ces piliers de la RSE, moi, je les relis en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais tous les jours, finalement? Il y a 10 ans, quand il a fallu, finalement, donner des mots sur le sens de l'entreprise, ces mots, chez nous, étaient révéler et accompagner les ambitions. Révéler et accompagner les ambitions, finalement, c'était le résultat de, alors peut-être 2 journées de brainstorming, mais finalement qui marquait bien le sens dans lequel je voulais qu'on développe nos activités. Et révéler et accompagner les ambitions, c'est bien sûr révéler et accompagner les ambitions de nos clients, parce que c'est quand même ça qui fait le business, quelque part. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à être proactif et à accompagner les projets de nos clients, eh bien, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Et c'est bien sûr aussi cet équilibre avec révéler et accompagner les ambitions de nos collaborateurs. Et finalement, dans nos PME, on est toujours sur cet équilibre à avoir entre on doit avoir des projets et être responsable des produits et de la qualité des produits qu'on vend, mais dans le service, c'est très important. Mais comment on arrive à faire ça avec des équipes de collaborateurs et sur un territoire qu'on arrive un petit peu à maîtriser. Si je reprends l'aspect gouvernance de tout temps, moi je suis parti sur l'idée que je ne savais rien faire. Donc j'avais bien sûr besoin de m'entourer de collaborateurs et toujours sur cette dualité, finalement, très tôt les collaborateurs ont été associés au capital de l'entreprise. Alors à un moment donné, c'était de dire, tiens, en associant des collaborateurs au capital de l'entreprise, quelque part, on n'a peut-être pas les moyens de les payer à leur juste valeur, donc on va les attacher. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, plus l'entreprise grandit, plus ça devient aussi un mode de vie, de participation. Et puis petit à petit, quand on vieillit, alors j'ai remarqué que les seniors, c'était à partir de 55 ans, donc moi je suis ultra senior, à partir d'un moment, on se pose la question de la transmission de l'entreprise. Et donc on s'aperçoit que finalement, dans notre petite vie, ou moins dans ma petite vie, d'un départ qui était plus du management, cet aspect participation est devenu de la gouvernance et une évolution de la structure juridique de l'entreprise pour dire, tiens, pourquoi est-ce que cette entreprise créée il y a 30 ans ne vivrait pas pendant 200, 250 ans? Quels sont les outils qu'on va mettre en place pour animer? Alors tous les salariés n'ont pas vocation à devenir ni actionnaire, ni forcément. Mais bon, en tous les cas, c'est une vraie question et c'est une question à laquelle on a pour l'instant répondu. Un petit peu de la même manière sur un autre pilier qui va être la manière dont on va s'investir finalement à proximité dans la société. Au début, outre l'attachement que j'ai aux IUT, parce qu'il y a très longtemps, j'ai fait un DUT d'informatique. Alors c'est une époque où il y avait encore des cartes perforées, pour vous dire. Au début, finalement, l'IUT, c'était de se dire c'est une facilité pour aller recruter des collaborateurs de talent à proximité. Et puis, à un moment donné, donc, bon, l'implication et l'intérêt pour le sujet a fait que personnellement, je me suis plus impliqué. Mais j'ai aussi et surtout incité mes collaborateurs à s'impliquer encore davantage dans des vacations. Alors, c'est dans les IUT, c'est aussi dans des écoles privées. Au début, pour une représentation de Planète Bourgogne, en disant on va recruter. Et puis ensuite, pour vraiment aussi répondre à des attentes qu'un certain nombre de collaborateurs avaient, que de partager ou de se confronter à d'autres espaces métiers. Ils étaient confrontés à des clients ou à leurs collègues, et là, se confronter à des apprenants ou dans un autre contexte les a enrichis. Et on a organisé ça, et c'est quelque chose finalement qui fait que, comme pour le premier sujet, 100% des salariés n'ont pas envie ou de donner de leurs compétences et de leur savoir. Ils n'ont pas tous envie non plus d'être associés, mais en même temps, c'est un pilier qui est assez important pour nous. Un autre sujet un petit peu lié à ça, c'est l'organisation du travail. L'organisation du travail, alors est-ce qu'on la maîtrise, est-ce qu'on la subit? En tous les cas, le Covid, dans les entreprises de services et de services numériques, a rebattu les cartes, parce que tout d'un coup, on s'est dit, est-ce qu'on était prêt au télétravail? Et la seconde d'après, il n'y avait plus de problème, on était prêt à télétravailler, tout s'est très bien passé. Après, passer l'année d'observation du sujet, finalement,
en interne, le CSE a dit, bon, on voit bien que finalement, si on voulait, tout le monde pourrait être à la maison à télétravailler. Et donc l'entreprise a dû finalement avancer dans un sens. Alors, j'ai pas choisi, enfin, l'entreprise n'a pas choisi le télétravail, dont on avait pu observer qu'il était un petit peu inégalitaire par rapport à certains jeunes qui travaillaient dans leur studio avec un ordinateur sur leur table de cuisine, et puis qui nous provoquait quelques dysfonctionnements en termes de communication. Mais néanmoins, donc depuis maintenant 1 an et demi, on est passé à des semaines de 4 jours, une fois tous les 15 jours. Donc on est resté à nos 39 heures, mais sur 9 jours au lieu d'être sur 10 jours. Donc, et finalement, c'est quelque part un dialogue qu'on a entamé, qui n'était pas tellement structuré au début, mais les événements ont fait que la relation, et notamment avec le CSE, s'est enrichie. Un dernier sujet, alors j'ai qu'une diapo, hein, donc ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas trop d'autres. Il y a un enjeu qui est, pour le coup, dans le numérique. Il se dit, enfin les études a priori de l'ADEME, il y en a une qui est sortie la semaine dernière, dit que 3% de l'énergie, de l'électricité consommée en France l'est sur le sujet du numérique. Ce sujet du numérique, comme Madame le disait tout à l'heure, il part de l'utilisateur, donc alors je vais le prendre ici, vous avec votre smartphone, jusqu'au réseau. Si vous utilisez Facebook en ce moment, le logiciel Facebook est l'endroit où Facebook est stocké, alors quelque part dans le cloud, mais le cloud n'est jamais qu'un certain nombre d'endroits physiques, donc aux États-Unis ou en France. Donc tout ça, en fait, c'est 3%, et les prévisions disent 5, 6, 7% de l'énergie qui est consommée en France. Alors je vous rassure, le plus gros consommateur et producteur utilisateur de kilowattheures, c'est Netflix, hein, qui est passé devant Google depuis quelques années. Mais ça pour dire que, en fait, c'est individuellement dans les entreprises qu'on va arriver petit à petit à maîtriser ce phénomène. C'est-à-dire, c'est le fait d'essayer de dire qu'est-ce que la sobriété. Alors, dans tous les sens du terme, là, je vais l'apprendre, la sobriété énergétique. Mais nous, dans nos métiers, en fait, cette sobriété, on doit l'inculquer aux développeurs de logiciels. Il y a eu le terme éco-conception logicielle qui a été dit tout à l'heure. On développe des sites, par exemple, je n'ai pas le droit de le dire, mais Center Park, et c'est vrai que pour valoriser leurs produits, un certain nombre de commerçants, Center Park, Pierre et Vacances, ont besoin de mettre des vidéos, etc. Et on a une responsabilité quelque part, parce que cette vidéo, quand vous allez la regarder, la page avec la vidéo et la page sans la vidéo, quelque part, il y a un nombre de kilowattheures entre vous et le serveur. Donc en fait, les sociétés du numérique, mais aussi les clients, enfin les donneurs d'ordre, ont à regarder un petit peu. Et nous, nos collaborateurs, et je pense que c'est un vrai sujet, au moins dans les bachelors liés au numérique, d'inculquer une culture de la sobriété. Ça c'est une chose. Et comme on est dans le numérique, pas loin de la sobriété, il y a quand même la souveraineté. Alors là, je sors du RSE, mais on s'aperçoit que le monde est dangereux depuis Attila, enfin depuis bien avant les dinosaures. Donc le monde a toujours été dangereux. Néanmoins, le monde numérique est dangereux en termes de sécurité, et il est important aussi de ne pas aller trop vite sur la sobriété, parce que la sobriété consisterait par exemple en informatique de dire, tiens, s'il y avait un seul centre de données dans le monde, en mutualisant, ça serait forcément plus efficace, planétairement parlant, qu'il y ait un seul centre de données. C'était d'ailleurs un petit peu le cas de l'Internet au début, c'était quand même assez localisé aux États-Unis. Mais là, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il peut y avoir des lois qui disent tout d'un coup, j'ai le droit de regarder tes données, j'ai le droit de m'intéresser à tes données, et les institutionnels et les entreprises maintenant sont de plus en plus sensibles à une relocalisation de leurs données, d'où les data centers en France. En tous les cas, la sobriété, nous, dans nos métiers, doit être regardée en phase de sécurité et en phase de souveraineté. De souveraineté avec, après, une maîtrise de nos dépendances, en fait. Être souverain, ce n'est pas forcément être renfermé sur soi-même, mais c'est bien regarder
quelle dépendance on va avoir. Et inculquer ça, quelque part, ces deux notions, alors qui sont aussi de la sécurité, de la confidentialité à nos étudiants, je vais recentrer sur les bachelors du numérique, c'est quelque chose qui est important. L'esprit d'entreprise aussi, mais ça, je pense qu'après, leur famille ou leur environnement proche seront capables de leur donner. Voilà, sur la RSE... Merci Jean-Michel pour bien ta préparé. sobriété numérique, effectivement, qu'avec une seule slide. Je reviens vers Jean-François parce que Émilie a pu développer l'évolution des compétences attendues dans les différents métiers de l'assurance. Donc toi, dans tes métiers, et j'entends les métiers qui recrutent au niveau du but du bachelor universitaire de technologie, quelle évolution de compétences liées à cette prise en compte de la RSE? Alors déjà, moi j'ai une équipe RSE, il y a 5 personnes qui gèrent ce sujet au quotidien pour l'ensemble du groupe et avec des correspondants par marque. Donc on a mis dans chaque marque du groupe un référent RSE. Alors évidemment, ça nécessite de former un peu parce qu'au départ, ce sont des gens... Alors, dans mon équipe de direction, c'est des gens qui ont suivi des masters développement durable, etc. En revanche, les référents dans les marques, ce sont des personnes qui ont juste un intérêt personnel, une attirance pour ce sujet-là et qu'il faut quand même accompagner en matière de formation. Parce que la RSE, on en a tous parlé avec des thématiques très différentes, mais finalement, c'est extrêmement large. Et pour revenir au BUT, alors nous, on recrute beaucoup dans nos agences, déjà, des profils Bac+2, Bac+3. Et donc, ça peut être autour des BUT techniques de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations. Donc, on va plutôt être sur ces profils-là. Sur le siège, on va avoir des profils informatiques parce que on a une SS2I interne qui est une filiale du groupe qui développe nos propres outils, notre ERP, mais aussi des applis, des choses de ce type. Et donc, on a une DSI qui a 70 personnes, un peu en France, un peu en Tunisie aussi, sur de l'infogérance à distance. Mais oui, donc les BUT autour de l'informatique, ça nous intéresse également. Et on commence à s'intéresser quand même, on fait un peu plus que commencer, à tout ce qui est intelligence artificielle. Ce que je vais appeler plutôt moi l'humain augmenté, parce que l'intelligence artificielle, c'est pas la recette à tout. On ne parle pas juste à son smartphone et tout se fait directement, on n'a plus besoin d'être là. Mais l'humain augmenté, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et dans les formations BUT, je suis un petit peu moins aujourd'hui ce qui s'y fait. Mais en tout cas, cette dimension intelligence artificielle, pour moi, elle doit être sur un CV aujourd'hui. C'est vraiment une compétence. Savoir utiliser un ChatGPT ou un Gemini ou un autre, c'est une compétence qu'on cherche chez les collaborateurs et qu'on doit retrouver pour moi dans des formations type BUT, parce qu'il y a une partie des élèves qui vont directement s'insérer, puis d'autres qui vont poursuivre leurs études. En tout cas, chez moi, c'est beaucoup TechDoco, GEA, informatique, et puis tout ce qui est communication et marketing, puisque on a beau être une boîte de service à la personne, on doit générer de l'attractivité, que ce soit sur du client ou de la marque employeur aussi, parce que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, l'entreprise à mission, un des objectifs, c'est montrer une entreprise qui a des valeurs, qui a de l'éthique, ce qui permet d'attirer et de garder des clients. Et c'est la même chose sur les salariés. Émilie disait des métiers qui ont de l'impact autour des fonds d'investissement. Cet impact qu'on peut avoir sur la société, mais aussi à travers les gens qu'on recrute, qui ont été formés à ça, parce que j'imagine que dans vos formations, cette dimension RSE, elle doit être de plus en plus présente. C'est derrière travailler son côté commerce, son côté RH. Et j'ai bien aimé aussi le côté investissement. Il se trouve que nous, on a un fonds d'investissement minoritaire aujourd'hui, mais qui est Raise Impact, qui a investi chez nous justement parce qu'on était sur des métiers à impact au sens RSE du terme.
Et oui, aujourd'hui, il y a des fonds qui ont une obligation d'investir à un certain niveau de leur portefeuille dans des sujets RSE, impact, vert. Et l'entreprise à mission, certes, il y avait un sujet éthique, valeur pour nos salariés, pour nos clients, mais il y a aussi un côté business derrière qui est important. Mais en tout cas, oui, nous, on recrute des BUT sur les métiers plutôt tertiaires, puisqu'on n'est pas une boîte industrielle. Merci. Je vois que notre heure 30 s'est écoulée. Il est déjà 11h44 et dans 5 minutes va donc commencer au premier étage une plénière. Donc je voulais remercier nos 3 intervenants très, très chaleureusement. Merci Émilie, merci Jean-François, merci Jean-Michel. J'espère que tu n'as pas été trop frustré par un temps de parole résiduel, mais bon, tes paroles étaient bien intéressantes. Merci d'avoir assisté à cet atelier et à tout de suite.